Retour ensemble en compagnie de 4 coachs qui vont partager leur retour d'expérience, leur astuce, comment ils ont fait concrètement pour signer leur première mission de coaching d'équipe. Les premières qui sont évidemment importantes, mais aussi les suivantes. Et je vais avoir besoin de toute votre attention, de manière à la diriger aussi vers la présentation des intervenants. Et je vais commencer par présenter Thierry. Justement, tu lèves la main, je te présente Thierry. La vie de Thierry est placée sous le signe de l'aventure. Aventure géographique et humaine dans le domaine du sport-aventure professionnel dans un premier temps. Depuis plus de 25 ans, il accompagne les dirigeants, les managers et les équipes à développer leur leadership et identifier leur gisement de performance. Tu es passionné de dynamique des groupes, Thierry. Tu as encadré et accompagné plus de 600 équipes dans des démarches de cohésion, de changement, de résolution de situations conflictuelles. Et tu es également un chef d'entreprise prospère. Tu as également été vice-président de ICF Paris-Île-de-France. Et à cette occasion, tu me confiais que tu as rencontré pas mal de coachs et que tu t'es constaté que parfois les difficultés de certains coachs à développer leurs affaires. Et c'est pourquoi tu as créé l'association Coach Booster qui accompagne les consultants, les coachs dans leur réflexion et action pour développer leurs activités professionnelles. La métaphore de Thierry est la suivante. Pour Thierry, le coach d'équipe est un jardinier avec une vision méta qui prépare la terre, y ajoute les bons minéraux, les apports nutritifs adaptés, puis met les graines en terre les unes après les autres et veille au contexte biologique pour permettre aux graines de pousser d'elles-mêmes. Voilà les métaphores de Thierry. Je vous présente maintenant Isabelle. Isabelle Meyer, après avoir exercé pendant 18 ans des fonctions managériales dans le domaine de la relation client au sein de multinationales et d'ETI en France et au Royaume-Uni. Isabelle adresse depuis une dizaine d'années la thématique de l'agilité dans les organisations. Elle accompagne les organisations dans leur transformation agile, donc certes sur les volets organisationnels et méthodologiques, mais principalement sur le volet humain. Et tu interviens à plusieurs niveaux de l'entreprise, auprès des comités de direction, des managers de proximité, des équipes projets et des équipes opérationnelles hiérarchiques. Et tu alternes les casquettes les casquettes métiers de coach, de formatrice, de facilitatrice et de consultante. Et concernant ta métaphore, selon Isabelle, le coach d'équipe crée un dispositif et les conditions pour qu'une forme de transparence émerge au sein de l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe prenne conscience de ce qu'est son problème ou sa difficulté, et qu'elle parvienne à engager des actions grâce au parler vrai, grâce à la capacité à révéler un peu de soi à l'équipe. Donc au final, pour Isabelle, le coaching d'équipe, c'est rendre la partie immergée de l'iceberg visible et la confronter, entre guillemets, dans un cadre sécurisant. Voilà sa définition, sa métaphore du coaching d'équipe. Véronique Rivalier. Véronique est l'actuelle dirigeante de Profil RH Lyon. Son parcours pluridisciplinaire de commercial, de RH et d'entrepreneuse a construit sa singularité. Elle est diplômée d'école de commerce. Elle a ensuite travaillé 2 ans en cabinet de conseil, chasse de tête sur Paris. 5 ans comme responsable commercial dans le bâtiment. Cela, paraît-il, aide dans la négociation client. Elle a rejoint en 2000 le cabinet Profil RH. Et en plus du recrutement, de la formation, des séminaires, elle se forme au coaching en 2008, en même temps que ses 4 associés de l'époque. Elle a été cardonisée, selon tes propres mots, toi aussi. Elle a pris la direction du cabinet en 2014, et aujourd'hui, elle a accompagné pratiquement 150 clients managers en coaching individuel, et une vingtaine d'autres en coaching d'équipe, dans des environnements variés, audit, expertise comptable, construction, médico-social, chimie, pharmacie, par exemple. Pour Véronique, la coach d'équipe, c'est le câble de tyrolienne et le filet de sécurité de l'acrobranche. J'aime bien cette métaphore aussi, car ils permettent de faire avancer l'équipe et de l'aider à surmonter les challenges dans un environnement mouvant. Et c'est aussi le soutien, l'apprentissage, le plaisir, la dynamique de l'équipe constituée, les livrables sans risque inutile. Et enfin Lionel Belkira. Le parcours de Lionel, c'est 10 ans éducateur, accompagnement de femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. 15 ans directeur de service et établissement en protection de l'enfance. 13 ans de direction générale d'association, toujours dans le monde de la protection de l'enfance, handicap, exclusion sociale, insertion pour l'activité économique.
Tu es diplômé de l'école des hautes études en santé publique. Lionel s'est formé à la systémie à la fin des années 80. Et tu me disais que ce sont des théories qui t'ont toujours guidé dans ton parcours. Et à 58 ans, il a quitté ses fonctions pour s'offrir une nouvelle aventure professionnelle, devenir coach professionnel. Et c'est le métier qu'il exerce depuis 4 ans, et pour l'essentiel en coaching d'équipe et d'organisation. Il est aussi passionné de vélo, et certains diraient aussi de bonne bière. Et la métaphore de Lionel. Pour Lionel, le coaching d'équipe, c'est toujours un voyage collectif. Et il a élaboré autour de ça. Quand le parcours a été défini, chacun commence par se découvrir et le groupe marche d'abord au rythme du plus lent. Progressivement, le souffle de chacun s'améliore, les muscles se durcissent pour accepter ensemble d'aller plus loin, pas toujours à la même vitesse. Les plus rapides partant éclaireurs, on se retrouve à l'étape du soir et on repart le matin, parfois avec quelques courbatures. De temps à autre, des pauses s'imposent, on soigne les blessures si nécessaire, et enfin nous atteignons notre objectif et l'équipe continue son chemin. Et il ajoute, c'est toujours l'occasion de faire pour chacune et chacun de belles rencontres. Voilà la métaphore de Lionel. Les présentations sont faites. Maintenant, votre mission, puisque vous l'avez acceptée, c'est de nous partager comment vous avez donc réussi à signer vos premières missions de coaching d'équipe. J'ai fait simple pour le déroulement de cette table ronde. Avant, pendant, après. Avant, quelles actions concrètes vous avez menées pour obtenir les rendez-vous. Pendant l'entretien. Et puis après le coaching d'équipe, comment faire pour essaimer, pour développer son activité. Et donc, première question que je pose à la cantonade, à vous 4. Avant, qu'avez-vous fait? Quelles actions concrètes vous avez menées pour avoir des rendez-vous? Qui veut commencer? Isabelle. Alors, moi, quand je me suis formée ou que j'ai en tous les cas investi davantage dans la thématique de coaching collectif et individuel, je faisais déjà de l'accompagnement. Donc de l'accompagnement en tant que coach agile. Alors, pour autant, c'est pas la même chose que d'être un coach professionnel. On n'adresse pas les mêmes, les problématiques d'équipe de la même manière. Le coach agile a un rôle très souvent quand même de formateur. Il est aussi avec une forte expertise, donc des frameworks, des cadres d'accompagnement, des process, entre autres. Et du coup, plutôt que d'aller chercher finalement de nouveaux clients après avoir été formé, j'ai capitalisé sur ce que je faisais déjà. Et j'ai du coup donné un angle très différent donc, à mes accompagnements dans des contextes agiles. Et j'ai pris vraiment l'angle de comment je vais accompagner mes équipes, enfin les équipes en tous les cas, qui sont dans un contexte de transformation agile et dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Plutôt que de partir par c'est très top-down et du coup, finalement, on met en œuvre l'agilité et comment on fait. Donc ça a été un angle très différent. Donc j'ai capitalisé sur cette expertise-là. En autre action concrète, j'ai aussi fait j'ai planté beaucoup de graines un peu partout, donc monsieur le jardinier. Et puis, alors le risque, c'est que parfois, et très souvent, elles germent tout en même temps. Et donc ça a été un peu mon cas. Et du coup, après, on fait un peu des choix où on essaye en tous les cas de capitaliser sur toutes ces graines. Mais les graines, ça va de l'associatif à l'éducation, etc. Enfin, comme des événements comme aujourd'hui aussi. Et l'idée étant pour moi, à chaque fois, d'être vraiment sur le terrain. C'est ce que j'ai vraiment essayé de développer le plus possible. Donc parfois, c'était pas du coaching pur, mais peu importe. J'étais très consciente de à quel moment je faisais quoi et dans quelle posture. Et à me dire, tiens, si j'avais pris ça sous l'angle finalement d'un coaching d'équipe puriste, comment je l'aurais abordé. Donc finalement, d'être sur le terrain, c'est très apprenant. Et enfin, je me suis aussi beaucoup intégrée dans un collectif de coachs. Alors, pas comme on fait là aujourd'hui, quelque chose de plus intimiste, pour faire des rencontres et travailler en binôme. Et j'ai donc abordé des thématiques et des clients qui n'étaient parfois pas les miens, avec des partenariats aussi. Et j'ai travaillé donc en binôme, parfois en trinôme, mais très souvent en binôme, pour adresser des thématiques de coaching d'équipe. Donc j'ai commencé par ça, ça a vraiment renforcé ma confiance. Le syndrome de l'imposteur s'est petit à petit éloigné de moi. Et puis après, j'ai développé mes propres clients, j'ai été rappelée, et ça s'est fait assez naturellement. Donc voilà, mais je suis partie de mon expertise.
Voilà pour moi. Merci Isabelle. Lionel, tu prends la suite. Véronique. De la même manière qu'Isabelle, moi j'avais un parcours déjà de conseil RH, ça aide, puisque la question de Sébastien, lorsque nous avons préparé cette intervention, était de nous remettre dans les petits coachs, les bébés coachs que nous étions il y a quelques années. Donc c'est un exercice qui est intéressant de revisiter aussi notre parcours avec cet éclairage-là. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait eu deux façons finalement de décrocher de premières affaires, sans prospection dans le dur, sans prise de rendez-vous dans le dur. Je ne crois pas que ça fonctionne, mais peut-être que je me trompe. Il y avait un premier angle qui était travailler le réseau professionnel, et il y avait un deuxième angle qui était vraiment quelque chose de très intangible et que je n'ai pas fait de manière déterminée, mais par opportunité dans le réseau personnel, dans le réseau autre que le professionnel. Donc dans le professionnel, l'idée c'est de quelle manière on parle de notre métier, en lien avec une question qu'un client peut nous poser sur une intervention qu'on peut faire, et de quelle façon ça peut résonner par rapport à la problématique qui est la sienne. Du coup, c'est plutôt une discussion d'opportunité qui permet à cet interlocuteur de valider de la légitimité, de valider une compétence et de se dire, tiens, cette intervention, cette discussion que nous avons là, un peu à bâton rompu, me donne envie d'aller plus loin et de travailler sur une thématique de coaching. Donc, c'est une question de posture dans l'entretien et de légitimité et de lien et de résonance par rapport à la thématique que le client aborde. Sur le réseau autre, je repensais à une petite anecdote avec ce travail de remise en mémoire. Un de mes plus gros clients quand j'ai démarré, on a travaillé avec des associés chez ce client-là, c'est quelqu'un que j'avais connu en prenant des cours d'anglais chez Wall Street, qui m'avait demandé quel métier je faisais. Et je pense que la façon, en tout cas, dont je lui en avais parlé, l'avait intéressé. Et c'est devenu un client, un gros client, un très gros client, avec lequel on travaille encore. Ça fait plus de 8 ans maintenant. Donc tout est prétexte et tout est occasion lorsqu'on croit en ce que l'on fait et lorsqu'on est capable d'en parler de manière pertinente. Je crois que ça donne envie aux interlocuteurs sans passer par une phase de téléphone et de prise de rendez-vous. Merci Véronique. Alors sur l'avant, j'ai commencé par me former, puisque contrairement aux apparents, je suis plus jeune coach dans cette table ronde. Et donc, j'ai commencé par me former, évidemment. Et lors de la rencontre avec Alain, ici d'ailleurs, il nous avait donné comme conseil à l'époque, faites le listing de tous vos contacts pro. Et ce que j'ai fait, ça m'a pris un peu de temps. Et quand j'ai eu fini, je l'ai tout simplement informé, tous mes contacts, que je me lançais dans une nouvelle aventure professionnelle. Et que je serais ravi de les rencontrer pour présenter mon offre de service, tout simplement. Et ça a été, on va dire, déjà le début des premiers contacts, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je raconterai la suite après. Ouais, très bien. Donc on a capitalisé sur l'expertise de l'agilité, l'associatif, le côté binôme, le travailler son réseau pro et perso et comment on en parle, lister les contacts pro. Qu'est-ce que tu as envie de partager de ton côté, Thierry? Alors je voudrais partager d'abord cet excellent catalogue de formation que vous avez tous reçu. J'ai le plaisir d'animer une masterclass justement sur comment développer son chiffre d'affaires en tant que coach d'équipe, mais coach aussi, hein. Il n'y a pas que les coachs d'équipe dans la vie, il y a aussi les coachs. Donc voilà, et c'est plus qu'une masterclass puisque je propose aux participants de créer une team avec un effet rebond après la masterclass. Alors pour répondre à ta question... C'est déjà la preuve par l'exemple, bravo. J'ai pris... Pour répondre à ta question, quand tu m'as dit je vais te demander comment tu prends tes rendez-vous ou comment tu fais pendant les rendez-vous. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je faisais plus de rendez-vous. Je ne sais pas vous comment ça se passe, mais il y a 10 ans, on faisait beaucoup de rendez-vous. Aujourd'hui, je pense que on est sur... Alors peut-être que le Covid est passé par là, mais c'était déjà la tendance avant. On est sur une relation différente où on est dans une recherche de solutions. Les clients qui m'appellent, ou les prospects, ont souvent un problème.
On fait signe au coach d'équipe quand l'équipe a un problème, ce que disait Emmanuel ce matin. Et on élabore ensemble. Donc voilà, donc les rendez-vous, il n'y en a plus tant que ça. En tout cas, les rendez-vous dans le dur, j'en ai fait des centaines et des centaines autrefois, dans les années 2000, et aujourd'hui, j'en fais plus. Donc, j'ai fait des notes, hein, donc je suis très organisé. Je vais essayer de vous raconter tout ce que je fais pour avoir les rendez-vous performants. J'utilise LinkedIn de façon très, très personnalisée. Donc, j'identifie des décideurs, des chefs d'entreprise, et je personnalise la relation, d'abord de façon neutre, et puis petit à petit, en rentrant de plus en plus dans les spécificités de chacun d'eux. Il y a évidemment les réseaux. Mon premier réseau, c'est comme Lionel, ça a été au départ mon réseau de clients de mon autre métier, de mon autre vie, hein, quand j'étais professionnel de l'aventure. Et curieusement, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire prendre confiance à un ancien sportif pour coacher dans l'entreprise. Donc ça a été mon premier réflexe. Et puis, j'ai créé un blog qui a une dizaine d'années et qui m'a généré beaucoup de rendez-vous. Donc je vous encourage pas à faire une page, faire un blog. Encore aujourd'hui. Voilà, et puis je travaille en Team Force. J'ai là quelques participants qui me font le bonheur d'être membre d'un groupe de pairs où on se stimule, on s'auto-alimente, et ça aussi c'est très important. Voilà. Donc tu rajoutes le côté LinkedIn avec un ciblage et une personnalisation des messages, et puis du contenu via le blog. Ok. Voilà un panorama des actions pour se créer l'opportunité des rendez-vous. On avance dans le temps. Deuxième question maintenant, le pendant les entretiens, pendant les rendez-vous avec les commanditaires. La question que je vous pose est la suivante. À votre avis, qu'est-ce qui fait la différence? Comment vous avez réussi à convertir sur la première mission et les premières missions? Et évidemment, on attend des retours d'expérience croustillants pour qu'on visualise les choses encore mieux. Je ne sais pas si croustillant c'est pour moi, mais je veux bien prendre le micro pour démarrer. Sur cette question de comment on concrétise, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de qui est notre client, puisqu'on en a quand même plusieurs dans cet acte de vente. On a le client commanditaire, prescripteur, DRH, et puis nous avons aussi le team leader, le manager de l'équipe qu'il faut convaincre. De mon point de vue, les enjeux sont les mêmes, arriver à le convaincre et à lui donner envie. En revanche, leurs objectifs ne sont pas exactement les mêmes et du coup, la stratégie d'intervention n'est pas exactement la même. Avec un client DRH ou un client commanditaire, il y a une question de posture, de légitimité. Donc là, le parcours, la supervision, la certification, les références que l'on peut avoir quand on démarre, on en a peu, mais on peut quand même faire des liens entre des situations qu'on a vécues et la thématique qui est proposée. C'est important d'arriver avec ces liens et avec cette argumentation en tête. Et avec le client qui va être le bénéficiaire, le responsable de l'équipe concernée par l'accompagnement, il y a plus une question de créer de l'alliance et qu'il ait envie de nous acheter nous parce que c'est nous. Donc là, ça se passe sur la relation, ça se passe sur la sincérité, ça se passe sur l'énergie qu'on peut donner dans le lien. Mais je trouve que c'est important de se dire à qui je m'adresse, dans quel objectif et du coup quels arguments je vais utiliser. En retour d'expérience, autant je trouve qu'on a un feedback quand on est retenu ou pas de la part d'un commanditaire, autant c'est assez difficile parfois de savoir pourquoi nous avons été choisis ou pas par le bénéficiaire de la mission, que ce soit en coaching individuel ou en coaching d'équipe d'ailleurs. La dimension est plus subjective. Le subjectif, pour le coup, c'est plus difficile à décoder. Donc parfois ça marche. Si vous savez pourquoi parfois ça marche pas, je serai preneuse de votre retour là-dessus parce que moi je ne le sais pas exactement. Après m'être quand même pas mal questionnée sur le sujet. Merci Véronique. Lionel? Ouais, alors moi j'avais beaucoup travaillé cette question des entretiens avant. Et en fait, j'accorde assez peu d'importance sur ma présentation. Je suis très succinct dans ma présentation. Je réponds évidemment aux questions.
Mais je m'aperçois que ça ne les intéresse pas beaucoup. Ce qui les intéresse, mes clients, c'est qu'on les écoute. Vraiment. Ça, c'est le plus important. Donc, je suis dans une posture d'écoute. Et pas une seule fois, un client ne m'a dit qu'il n'avait pas de problème, de problématique d'équipe. Donc, systématiquement, on arrive à choper pendant l'entretien, effectivement, des difficultés ressenties. On peut faire effectivement aussi assez facilement le parallèle avec d'autres des équipes qu'on a déjà accompagnées, partager autour de ça. Et je ne vais pas trop loin à ce stade-là. À ce stade-là, je me contente effectivement d'écouter, de lui parler évidemment, de présenter le coaching d'équipe ou d'organisation. Disons que ça pourrait être effectivement une approche intéressante. Je ne survends pas, quoi, on va dire. Hein. Par contre, ce que je fais à l'issue de l'entretien, c'est systématiquement, je fais une synthèse de l'entretien avec des pistes de travail ou d'intervention, en lui disant, si ça t'intéresse, tu sais où me trouver. Et ça fonctionne bien, vraiment. Alors, il y a la métaphore du jardinage. Hein. J'ai une amie ici présente que ça fait beaucoup rire. C'est vrai qu'on s'aime, et puis manque de bol, quoi, ça pousse très vite et souvent tout en même temps. Bon, voilà, c'est comme ça. Vraiment, pour moi, j'ai en face de moi des clients qui ont un espace où quelqu'un de tiers, présumé compétent, en tout cas présumé qualifié, va les écouter. Je rencontre principalement des DG et il y a un vrai besoin d'échange et d'écoute. En tout cas, moi, j'entre par cette porte-là, quoi. Okay. Et j'entends que c'est beau, le coaching d'équipe, c'est l'amour, puisqu'on s'aime. C'est peut-être l'un des secrets. Isabelle, pour toi? Alors pour moi, je rebondis beaucoup sur l'écoute. J'ai la sensation qu'à chaque fois en entretien, le client, il est là parfois un peu paumé avec sa problématique. C'est pas évident en fait finalement de demander de l'aide, d'être accompagné, quelle que soit finalement sa posture dans l'entreprise, enfin son job, quoi. Et je crois que de rassurer, et donc comment on est rassurant, c'est déjà d'avoir une force de conviction, déjà d'aimer ce qu'on fait, je trouve, et du coup ça se véhicule, de pouvoir rassurer aussi par des exemples ou des liens avec des expériences ou des accompagnements qu'on a eus, qui sont en lien bien sûr avec la thématique du client ou de la personne, en tous les cas qu'on a en entretien à ce moment-là, et d'énoncer un peu clairement en tous les cas ce qu'est le coaching, si c'est un coaching, ce qu'il n'est pas, ce qu'il peut permettre, et d'apporter donc une réponse déjà un peu claire au questionnement pour rassurer en fait. Et puis, il me semble, alors ça c'est peut-être plus au coaching individuel, mais il me semble que selon l'approche que l'on a de coaching, donc par exemple moi c'est l'intelligence de soi, mais si je fais le parallèle avec alors avant de faire le parallèle, c'est d'avoir finalement, de prendre des bribes et des éléments de son approche et finalement de l'utiliser pendant l'entretien. Donc je m'explique. Si par exemple, je parle d'un facilitateur qui est en entretien commercial et qui fait du Lego Serious Play, il va avoir toujours avec lui, en tous les cas, ça marche beaucoup, son petit kit avec lui, puis il va demander finalement au client ou à l'interlocuteur de parler de sa problématique avec le kit Lego. Et du coup, quelque part, il y a quelque chose de je vis dans l'instant l'expérience et du coup, quelque part, la personne voit comment la problématique va être explorée ou comment ça va être en tous les cas traité, entre guillemets. Et pour moi, si je reviens à ça au coaching, finalement, j'ai une approche, donc l'intelligence de soi, c'est à la fois la typologie et le dialogue intérieur. Et de manière très light, juste pour un exemple, je ne dis pas que je fais ça à chaque fois, mais ça pourrait être quelle partie de vous, par exemple, est enthousiaste à l'idée de ce coaching et quelle autre partie de vous est au contraire plus réfractaire. Et donc, quelque part, c'est du dialogue intérieur qui est appliqué, une bribe évidemment du dialogue intérieur qui est appliqué à cet entretien. Et il me semble qu'en tous les cas, enfin c'est les feedbacks en tous les cas que j'ai eus, ça rassure parce que ça donne déjà une idée de comment
ça va être exploré. Voilà. Thierry, de ton côté, qu'est-ce qui fait mouche? Qu'est-ce qui fait la diff? L'année dernière, j'avais fait une petite intervention en parlant de posture et de stature. Je pense que c'est le moment de le rappeler. Hein, la posture, c'est quoi? C'est ce qui fait que vous êtes des coachs compétents, vous avez fait des bonnes formations, vous faites régulièrement des rappels X et Y. Et la stature, c'est beaucoup plus que vous êtes. Et c'est une fois que vous avez acquis vos compétences techniques, que vous allez marier ça avec votre capacité personnelle, c'est votre stature. Et dans un rendez-vous, je fais un peu comme Lionel, c'est-à-dire j'en dis un minimum, j'ai un petit pitch, s'il faut le dire, je le dis, ça dure 1 minute. Et puis très rapidement, surtout quand on est en rendez-vous avec les RH par exemple, ou ceux qui sont le nez sur le problème, c'est élaborer avec eux. On cherche avec eux, dans une posture de coach, mais que le client ou le prospect, à ce moment-là, c'est pas encore un client, ils se sentent écoutés et surtout accompagnés dans la recherche de solutions. On le sait tous, hein, mais je suis pas sûr que tout le monde le pratique en rendez-vous. Donc ça, c'est pour moi fondamental. C'est ce qu'on peut faire simplement. C'est évidemment poser des questions de coach, mais on dit dans les formations au départ, pour vendre, faut coacher. Hein. Oui, mais la posture du coach, mais ne coachez pas le prospect qui l'a pas forcément demandé. Hein, je vous rappelle qu'on ne coach que les gens qui l'ont demandé. Et c'est pareil dans le coaching d'équipe. Hein, c'est vraiment tout à fait identique. Donc voilà, et puis ce qui peut rassurer aussi le prospect, le futur client, c'est d'échanger avec lui sur des problématiques proches sur lesquelles vous avez travaillé dans le passé. Ah oui, vous avez un problème comme ceci, tiens, ça me rappelle tel dossier où... Ça rassure beaucoup aussi, ça donne de l'ampleur à votre stature, justement. Voilà, et puis écoutez, poser des questions pertinentes. Voilà. Intéressant en vous écoutant. Je ne sais pas si vous faites la même réflexion, mais cette idée d'adaptation, en fait, avec plein de choses différentes. Effectivement, la question qui est notre client, entre les donneurs d'ordre et les team leaders. Faire des liens entre l'existant là tout de suite et puis une situation vécue aussi. L'écoute, évidemment. S'adapter tout de suite, pas forcément survendre, synthétiser en quelques mots peut-être à la fin de l'entretien ou je sais pas comment tu pratiques Lionel. Ah. Mais derrière voilà pour synthétiser voilà quelle forme ça pourrait prendre. Le côté d'être rassurant aussi effectivement, s'adapter là en temps réel à ce qui se passe. Posture, stature, cette qualité d'être, cette qualité de présence. Je fais le lien avec ce qui va se passer aussi cet après-midi sur l'expérience de présence qu'on va vous proposer. Ce serait intéressant aussi de le reconvoquer à ce moment-là. Les premières missions, c'est bien. On s'éclate à faire ces premières missions. On apprend plein de choses, évidemment. Et l'idée, c'est après, en après-goût, on a envie de continuer ce métier de coach d'équipe forcément. Donc, comment vous avez fait, vous, ensuite, après avoir réalisé ces premières missions de coaching d'équipe, pour fidéliser ou pas d'ailleurs, pour continuer à développer en tout cas votre chiffre d'affaires, comment vous avez réussi à essaimer. Et on retrouve le s'aimer. Voilà, c'est peut-être parce que c'est le lendemain de la Saint-Valentin, je ne sais pas pourquoi je suis sur cette thématique, désolé. je suis un grand amoureux. Moi j'ai commencé en 2019 et vous vous souvenez, en 2020 il y a eu le Covid. Ça a un petit peu interrompu mon activité. Néanmoins, je l'ai saisi comme une opportunité puisque j'ai recontacté tout mon réseau et je leur ai fait des offres de coaching solidaire, d'accompagnement, d'encadrement, mais aussi de groupes proposer des animations de groupes de codev en visio, bien sûr. J'ai eu assez peu de demandes, par contre j'ai eu des contrats derrière. À la fin du Covid, les professionnels avaient, je pense, apprécié la démarche. J'étais pas tout seul, hein. J'étais pas tout seul, j'étais avec des collègues coachs. Et
Parce qu'en fait, ils ont très rapidement perçu les effets de sortie du Covid pour les équipes. Et ça s'est manifesté par des démissions, enfin par tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis la question du sens. Hein. Ensuite, appel d'offres. Et surtout, ne jamais être seul. C'est-à-dire que je travaille avec des collègues. Je suis dans des réseaux de coach, truc classique. Hein. Et puis, j'ai continué à fréquenter mes anciens réseaux professionnels, certains anciens réseaux professionnels. Donc je suis légèrement actif, mais voilà. Et pour le reste, c'est le bouche à oreille. Ça y est, c'est parti. Et voilà, tout simplement, quoi. Alors, moi, je n'ai plus même si ça fait pas longtemps, je passe, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de prospection. C'est le bouche à oreille, c'est tout. C'est bien la difficulté, c'est que pour démarrer, il faut démarrer. Pour vendre du coaching, il faut avoir fait des missions de coaching. Donc par quoi on démarre ? Comment on crante ? C'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir de la récurrence. Bien évidemment, c'est le client content qui parle de vous. Donc la meilleure solution pour fidéliser, c'est qu'il soit content avec ce qui nous appartient et avec ce qui ne nous appartient pas non plus. Après, il y a une question de présence. Alors plus on a de travail, moins on le fait. Moi, je regarde ça maintenant, d'événements, de communication, de contact quelque temps après avoir réalisé une mission pour prendre des nouvelles. Je crois que ça, c'est la base et tout le monde le sait dans la dynamique commerciale. Mais effectivement, il faut commencer à vendre des missions pour commencer à avoir des clients qui sont contents, pour commencer à ce que ça fasse un petit peu de buzz. Et donc, c'est vraiment dans ce processus-là qu'on se doit d'essayer d'arriver en gardant ce lien et en gardant ce contact avec notre réseau pour quelque prétexte que ce soit, parce que ça alimente le pipe. Alors oui, il faut commencer, mais tu ne nous dis pas comment il faut commencer. On est dans le après. Oui, je sais. On est plus dans le pendant. Mais je vais quand même faire la réponse. Moi, personnellement, je pense qu'on peut broder sur une toute petite expérience quand on démarre. Il faut être sûr de soi, c'est l'histoire de la stature. En fait, vous serez aussi efficace à votre première mission de coaching d'équipe qu'à la 10e. Et si vous êtes persuadé de ça, ça va marcher. Donc voilà, c'était juste pour compléter. On dit, je crois que c'est 4 à 5 fois moins cher de faire une affaire avec un client plutôt que de chercher un nouveau client. Et je pense que c'est valable aussi en temps passé, parce que nous, c'est pas vraiment une question d'argent, même si on peut valoriser notre temps de prospection, mais surtout, c'est le temps disponible. Eh bien, c'est 4 à 5 fois moins chronophage de refaire une affaire avec un client existant. Donc ça, on en est tous convaincus. Ce que je vous proposerais, c'est de déterminer pendant la pause déjeuner comment vous allez faire pour résoudre ce besoin. Après, moi, je crée, un peu comme tout à l'heure, je parlais de LinkedIn, je crée des relations privilégiées dans le sens où, à partir du moment où on a l'oreille d'un client, c'est beaucoup plus facile de le recontacter régulièrement, au bout d'1 mois, 2 mois, en disant tiens, dis-moi, suite à la mission là de coaching d'équipe, j'ai lu tel article qui parlait de votre activité économique, patati patata, et lui apporter du coup, le nourrir, lui apporter de l'info qui n'est pas en rapport avec le coaching d'équipe, mais qui va lui permettre de vous identifier comme quelqu'un d'utile, d'efficace. Donc ça aide beaucoup. Je le fais régulièrement. À une époque, je faisais beaucoup de déjeuners, de débriefing, parce que j'aime bien les déjeuners. Et j'ai remarqué assez rapidement que ce qu'ils attendaient, c'était la nouveauté, le nouveau truc. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Pas toujours des choses très intéressantes, mais en tout cas, l'attente est là et ils sont disponibles à ça. On en parlait tout à l'heure avec Isabelle. La relance, c'est aussi tout simplement mettre dans votre agenda de recontacter les anciens clients régulièrement.
Voilà, et qu'est-ce que j'avais dit d'autre Oui, quelque chose qui est intéressant, enfin moi je suis spécifiquement coach et coach d'équipe, mais beaucoup de coachs sont aussi formateurs, facilitateurs, etc. Et ben, un coaching d'équipe réussi, ça peut déboucher sur une mission de facilitateur ou de consultant. Je pense par exemple à travailler sur un référentiel managérial. Je suis intervenu il n'y a pas si longtemps pour une filiale Bolloré, où manifestement il y avait un problème de référentiel managérial qui ne fonctionnait pas. J'aurais proposé de travailler dessus. Ça a débouché sur une mission, pas tout à fait de coaching, mais c'est des affaires qui vous permettent de faire du coaching après, du coaching d'équipe. De ton côté, Isabelle, sur l'après. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Un client content, d'une manière générale, et un client qui fait des petits, quoi. Donc, soit en interne, soit dans son propre réseau. Et la base et le minimum syndical, c'est de faire son job correctement dans un cadre éthique, déontologique. Après, moi, je crois beaucoup au terrain, quoi. Être sur le terrain d'une manière ou d'une autre, en tous les cas, parce que c'est ça qui fait aussi faire des petits. Après, c'est pas s'épuiser sur le terrain n'importe comment non plus, parce que c'est quand même un métier aussi de connexion énergétique forte. Donc, faut avoir, on parle beaucoup d'écologie de soi, oui, c'est ça. Se pose la question après des moments de dire non, même quand on est en grosse recherche de chiffre d'affaires, parce que soit c'est pas le moment pour soi, soit parce qu'on sent qu'on va mal accompagner. Donc, faut aussi apprendre à dire non ou à proposer en fait le coaching un peu plus tard dans le temps. Mais je pratique beaucoup aussi le café déjeuner, de recontacter donc un client juste pour comment ça va, où vous en êtes. Et souvent, enfin dans le coaching d'équipe, on crée dans les coachings, pas que dans le coaching d'équipe, mais on crée quand même de toute façon un lien, une alliance forte, je trouve, avec les différentes parties. Et du coup, la relance, entre guillemets, ou en tous les cas, se recontacter, c'est quand même assez aisé, assez facile. On est très souvent pris au téléphone ou du temps pour un déj ou pour un café. Donc, partir sur une première mission qu'on va broder pour les autres et puis après faire des petits. Enfin, voilà, moi, je crois beaucoup, beaucoup en ça. Et croire beaucoup aussi en ce qu'on fait. C'est ce qui se comprend bien, s'énonce clairement. Quand on aime quelque chose, ça se voit. Et du coup, je pense que ça aide beaucoup. Je vous challenge un petit peu sur le côté le buzz, le bouche à oreille. Concrètement, comment vous faites pour aller chercher des feedbacks positifs? On en parlait tout à l'heure sur le avant. On ne sait pas bien qu'est-ce qui fait qu'on a été choisi, c'est subjectif. Et après la mission, qu'est-ce que vous vous autorisez à faire pour surfer sur le bouche à oreille? Elle n'était pas prévue celle-là. Pardon. Non, elle n'était pas prévue ta question, mais elle va y répondre. Il y a quelque chose qui pour moi est assez important, c'est de dire plus on a faim, plus on va se tromper, on va se planter. Donc il y a une forme de décontraction, c'est facile à dire. Mais je crois que même dans les périodes difficiles sur le plan commercial, moi j'ai beaucoup travaillé avec certains de mes associés qui étaient dans des creux très forts et qui du coup se bradaient et se mettaient en position moindre et n'étaient pas crédibles. Donc même quand on démarre, même quand on vend peu de missions, même quand on est en recherche de business, je crois que c'est important de garder cette espèce de solidité, de confiance en soi. Et ça vient un peu tout seul quand même une fois que c'est ça. Donc après, comment est-ce qu'on fait du buzz? Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment beaucoup de leviers pour faire du buzz, ou alors on est sur une démarche commerciale pure et dure qui est pour moi un peu décalée de ce que nous faisons quand on est coach d'équipe. Donc ça vient tout seul. Et en fait, moi j'ai de très bons clients que j'ai coachés, qui m'ont fait coacher des équipes derrière, etc. C'est cette récurrence-là dont on parle. Merci pour l'éclairage. Thierry? Il y a un basique qu'on doit apprendre dans les écoles commerciales, c'est demander 3 références.
enfin trois contacts à contacter Qui de la peut part appeler de l'ancien client. Enfin, il y a plein de méthodes que vous connaissez tous, j'imagine. Voilà, là on est dans la mécanique. Et alors, pendant que tu as le micro, tu parlais de LinkedIn tout à l'heure. Je sais pas si dans les recommandations, par exemple, est-ce que tu utilises ça ou pas du tout? Tu gardes une forme de réserve? Alors, mon avis personnel sur LinkedIn, que j'utilise, c'est que c'est un futur Facebook. C'est en train de dire... Enfin, je ne connais pas encore le successeur, mais il existe déjà. Je pense que LinkedIn, c'est... Alors, je regarde toute l'assistance. Pour moi, c'est avant tout chronophage. Et c'est très gratifiant parce que vous passez du temps, vous partagez des articles, vous participez à des groupes. Faites un petit peu la somme du temps que vous passez pour les résultats que vous obtenez. Moi, je dirais, je suis complètement d'accord sur LinkedIn, que ce soit d'ailleurs LinkedIn, les sites internet. Moi, j'ai un site pour être visible, c'est pas tellement pour me vendre. Donc, en fait, passer très peu de temps sur ces questions-là, ou le moins possible. Moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, à moins qu'on ait vraiment quelque chose à nourrir, parce que où on le nourrit, ou c'est juste être présent. Donc, ça ne sert à rien. Il vaut mieux passer du temps avec des clients potentiels. Et puis aussi, j'en parlais hier avec une collègue, parfois, il faut s'arrêter de se former pour aller chercher des clients aussi. Voilà. J'ai l'impression que ça a fait écho, ce que tu as dit, Lionel. Juste un aparté, je ne sais pas si Alain est dans la salle, Alain Cardon, mais je me rappelle les premiers... Salut Alain. La première formation que j'ai suivie avec lui, il a dit quelque chose qui ressemblait à... Vous pouvez devenir des professionnels de la lecture des livres sur le coaching, ou bien vous pouvez coacher. Dernière question avant de passer la parole au public. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à votre moi du début? À moins que tu aies quelque chose à ajouter, Isabelle, sur la question précédente. Oui, j'allais juste dire que c'est quand on coach une équipe, en fait, on ne relaie pas sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose, en tous les cas, de confidentiel, de toute façon, autour de ça. Donc, la page web, elle est aussi, à mon avis, extrêmement formateur dans le chemin vers sa proposition de valeur à soi. Voilà. Et après, elle existe, elle a le mérite aussi, quelque part, soit de rassurer, soit d'être là. Mais c'est, encore une fois, je rejoins, d'être coaché, d'être plutôt sur le terrain, plutôt que d'en parler sur les réseaux. Voilà. De choses dont théoriquement, on ne devrait pas parler en plus, parce que c'est confidentiel. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton moi de l'époque? Douter, c'est ok, mais pas trop. Qu'est-ce que je m'étais noté? Se questionner, c'est ok, mais pas trop non plus. Faire, agir, expérimenter, voir où ça mène. Parfois, d'accepter d'être un peu dans de l'inconfort, de pas trop savoir où ça va, mais de se dire que ça va forcément aller quelque part, de bien. Au coach de l'époque, ce serait plus de dire chacun son chemin, quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu, quand on est junior, on est souvent entouré, en tous les cas, de plus expérimentés. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cherché aussi à faire, pas que être dans du réseau junior. Et parfois, dans un chemin déjà établi, en fait, par le coach expérimenté. Et du coup, toujours pareil, c'est de croire au sien et de se dire un pas après l'autre. Évidemment, c'est facile à dire quand on a un petit peu déjà fait des missions. Mais bon, voilà ce que je dirais. Lionel, à ton moi il y a quelques années. Qu'est-ce que je lui dirais? Je dirais d'abord, tu as eu raison de tenter cette nouvelle aventure. Tout simplement, en fait, pour deux raisons. La première, moi je prends vraiment mon pied à accompagner des équipes et de voir des équipes grandir. Alors pas toutes, des fois on se casse la figure aussi en tant que coach,
Mais de voir des organisations, des équipes grandir, c'est quand même c'est super, quoi. Ça, c'est super agréable. La deuxième chose qui serait plus perso, je dirais, c'est aussi une chance que j'ai eue. Je dirais à mon mois du début, tu as vu, la vie réserve quand même des surprises extraordinaires parce que depuis 4 ans, j'ai fait énormément de rencontres extraordinaires et notamment aussi j'ai rencontré beaucoup de coachs extraordinaires. Et ce qui me plaît aussi, je faisais référence à mon âge tout à l'heure, bah, c'est de rencontrer de jeunes coachs avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler aussi. Voilà. Ce que je dirais à la petite coach du début, il y a quelques années, je lui dirais vas-y Poulette, fais-toi confiance, ça va bien le faire, ça va bien se passer, ça va être extraordinaire. Et je lui dirais sans doute quelque chose que je travaille depuis pas mal d'années, mais je pense que c'est important pour nous tous quand on fait du coaching, et notamment du coaching d'équipe, accord Toltec numéro je ne sais plus combien, mais c'est de ne pas prendre pour soi. C'est-à-dire, je suis un moyen, un instrument au service de. Il y a de la résonance, il y a de la confrontation. On est instrument de confrontation, on est instrument de résonance. Mais ça parle surtout beaucoup du client plus que de nous. Et donc, cet effort de distanciation qui n'est pas simple dans notre métier, qui est indispensable pour se préserver. Donc, je crois que la coach du début, je dirais, dès le départ, de travailler plus ça, parce que je n'avais pas imaginé que ça pouvait être aussi important de le faire. Moi, je dirais transgresse. Je veux dire par là, ne reste pas forcément strictement dans les guidelines, ce que tu as appris. Bien évidemment, c'est tout ça dans le cadre déontologique du métier de coach. Mais vous vous rappelez peut-être de cette vieille pub de la Française des Jeux qui disait 100% des gagnants ont tenté leur chance. Eh ben vas-y. Mais vas-y, n'hésite pas à transgresser dans la déontologie du métier, mais ne te fixe pas trop de barrières. Vous avez 4, alors c'est pas les accords Toltec, mais 4 messages clés, 4 messages forts là. On va prendre le temps de prendre vos quelques questions aussi. Sur certaines choses ont fait écho, il y a eu des résonances. On va prendre une douzaine de minutes pour les questions. Bonjour, j'avais une question pour Véronique, puisque tu avais évoqué que tu avais coaché des dirigeants qui après t'ont confié des coachings d'équipe. Et j'ai une question. Alors, est-ce que c'est dans les 100% on tente leur chance? Est-ce que c'est sortir du cadre déontologique, ça? Parce que c'est vrai que si on alliait, on a une forte alliance avec le dirigeant, mais à travers un coaching et pas sur autre chose. Est-ce qu'on n'est pas en train de piper les dés aussi vis-à-vis de l'équipe? Tu as raison, c'était pas le même contexte, c'était pas la même équipe. C'est-à-dire j'avais accompagné ce dirigeant dans un contexte, dans une organisation dont il est sorti. L'alliance reste la même, mais le travail était terminé. On a échangé sur ça et effectivement on a pu construire autre chose dans un autre registre. Et l'équipe savait que je l'avais accompagné précédemment ailleurs. Donc c'était explicité. Mais oui, sinon c'est compliqué. Bien sûr. On revient, quoi qu'il arrive, à la déontologie, à l'éthique de travail. Qui a une question? On t'écoute, Marine. Alors, question pour tous. Question hyper pragmatique et hyper basique qui revient sur le démarrage, les premiers entretiens. Quel est le bon timing d'un premier entretien? Est-ce qu'il faut se plier au temps du client? Est-ce qu'il faut exiger qu'on a besoin de tant de temps? Quel est votre retour d'expérience là-dessus? Puisque j'ai bien entendu l'écoute, l'écoute, ça peut prendre un certain temps. Le fait de pouvoir faire expérimenter des petites choses à son prospect client. Voilà. Moi, j'ai 2 temps, soit le temps d'un déjeuner ou sinon 1 heure environ. Pareil, moi, pour un premier entretien dit commercial, qui n'est pas à l'exploratoire, etc.,
pareil, 1 heure, 1 heure et demie, pas plus. Sinon, on rentre trop, ça laisse trop d'espace pour rentrer trop dans le détail. C'est pas l'objectif, il me semble. Alors, je suis d'accord sur la durée, bien sûr. Moi, j'envoie toujours un document qui présente la méthodologie, la règle de déontologie, le processus, etc. Un peu un document théorique, mais qui positionne aussi qui je suis, comment je travaille en amont du rendez-vous. Je le fais rarement autour d'un déjeuner qui me paraît très intime, mais ça, c'est ma perception dans le cadre d'un premier contact. Je suis assez gênée par certains de mes clients avec lesquels je travaille depuis longtemps qui proposent des choix de coach avec une demi-heure de visio. Je suis obligée de me plier à cet exercice-là que je trouve complexe, pas très satisfaisant et pour lequel il y a peu de visibilité en termes de ce qui a fait que ça marche ou pas. Donc oui, l'idéal, c'est quand même 1 heure d'échange tranquillement, posé, installé, pour pouvoir avoir ce temps de l'écoute. Ouais, je n'ai pas envie de tomber dans le piège de répondre à une durée. En fait, moi, ce que je pratique la plupart du temps, c'est d'abord un contact téléphonique qui peut durer 10 minutes, un quart d'heure, où on trace déjà un premier paysage du besoin. Et du coup, le rendez-vous après, il est plutôt dans un cadre de co-construction de réflexion. J'ai fait une formation de psychopraticien chez Bateson où on nous apprend au début, et la première question c'est qu'est-ce qui vous amène ici? De quoi avez-vous besoin? Donc c'est exactement la même chose. C'est vraiment ne pas s'enfermer dans une durée, mais plutôt dans des étapes. La voix de Thierry est un atout au téléphone que moi je n'ai pas, donc je privilégie la rencontre. Le physique aussi ou pas, Véronique? Est-ce que tu es en train de dire qu'il Thierry a... Je ne parlais que de la voix. Que de la voix. Bonjour, moi j'ai une question qui est plutôt liée à si vous fonctionnez en binôme, parce que souvent avec les équipes qui sont grandes, surtout qui sont grandes, on est en binôme. Quelle implication est-ce que vous avez? Est-ce que vous les amenez, vous êtes tous les deux hors des rendez-vous? Comment est-ce que vous fonctionnez avec les binômes en amont de l'accompagnement même? Je parlerai de ma pratique seulement. Comment je fais quand je rencontre un client, je ne sais pas forcément avec qui je vais travailler ensuite. Donc je négocie le contrat et ensuite j'ai différentes possibilités qui s'offrent à moi de travailler avec telle ou telle personne. Et puis voilà quoi. Alors c'est peut-être un petit peu rapide comme réponse, mais c'est pas toujours aussi cash, mais le client, il y a un signataire de contrat, c'est moi. Bon, voilà. Après, je lui présente éventuellement pas éventuellement, je peux tout à fait présenter les personnes avec qui je travaille, mais à ce stade, une fois que c'est signé, voilà quoi, c'est aussi simple que ça. On prend 2 dernières questions. Alors, une main s'est levée ici, une main devant, et on enchaîne. Merci. Et quid de l'idée de se faire choisir par l'équipe et pas seulement par le commanditaire, c'est-à-dire que d'un commun accord entre le commanditaire et le coach, c'est l'équipe qui choisit son coach. Je dirais qu'on est déjà dans le coaching d'équipe. C'est de la matière pour coacher là. Qu'est-ce qui fait que l'équipe choisit le coach? Je pense qu'il y a un cadrage du processus assez important, des enjeux, de la façon dont ça se passe, des critères de sélection, etc., qui me semble important pour tout le monde dans le sujet. Mais de questionner le processus de décision est déjà un démarrage de coaching, bien sûr. Oui, rien de plus ça. Dernière question. Oui, bonjour, Philippe Serrand. Quid de la pratique des entretiens de mobilisation, de pré-mobilisation individuelle
avant un coaching d'équipe chez vous? C'est une bonne question parce que moi j'ai été formée à 2 écoles. Il y a les gestaltistes qui disent surtout pas, on rentre dans le système, on travaille avec le système, uniquement le système et pas l'individuel. Et puis j'étais formée par Roderick qui dit surtout de l'individuel avant. Je me suis fait un peu cramer en ne faisant pas d'entretien préalable, en accompagnant une équipe récemment. En tout cas, ça a été compliqué. Du coup, j'ai mis des entretiens entre 2 sessions de coaching collectif, ce qui n'était pas l'idéal, mais c'était mieux que rien du tout. Donc, avec l'expérience, il me semble intéressant et important de créer l'alliance en individuel avant de se frotter au collectif, qui peut être quand même un peu risqué par moment. Mais je sais qu'il y a plusieurs écoles, puisque jusqu'à présent, je disais surtout pas, jamais. Moi aussi, gros cramage sans exploratoire. Je recommande pas du tout. Mais il y a plusieurs écoles. Mais en tous les cas, je fais une fois, je n'en ferai pas 2. Moi, j'ai fait les 2, mais principalement, je fais des entretiens exploratoires. La question, c'est aussi à qui ça sert et à quoi ça sert. Donc là, il y a quand même des questions à se poser. Est-ce qu'on fait un feedback à l'équipe, aux personnes qui ont contribué à ça? Donc là, je renverrai à la formation pertinente d'Arnaud, qui nous a bien accompagnés sur ces questions. Ah, Arnaud Tonley, c'est ça? Les fondamentaux du coaching d'organisation, que je recommande également. Alors moi, je suis avant tout coach systémique et je fais assez peu d'entretiens exploratoires, mais il faut aimer le risque. Il faut être prêt à justement à rentrer dans le système et être le grain de sable qui va faire refonctionner le système. Il faut avoir un peu de bouteille quand même pour faire ça. Merci. Il me reste à vous remercier de ces échanges, ces partages. Vous avez eu là 4